Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi aujourd'hui on est lundi matin, lundi 27 janvier et il est 7h17. J'ai pas beaucoup de temps parce que du coup ouais, il se dit que si je pars maintenant j'arrive à 7h34 et j'ai pas beaucoup de temps. Mais je me suis quand même dit que j'allais ouvrir le vlog ce matin, pas franchement pour vous parler lecture parce que je suis toujours dans Le Temps des Amants de Charles Aznavour. Je m'étais mis en tête que ça aurait été bien de le finir demain. Mais je suis pas sûre. Là, je suis à la page 207. Il en fait 300... 320. Ah, quoique. C'est possible qu'il en fait 320. Attendez, je regarde parce qu'à la fin, il y a des annexes, des références, etc., etc. Ah, il fait 340 pages. Je verrai. Je sais pas si je le finirai demain ou pas, mais c'est pas très grave. De toute manière, j'ai jusqu'au 31 pour le finir. Aujourd'hui, pour moi, on est le 27. Et en plus de ça, aujourd'hui, enfin à midi, je suis toute seule parce que... les gens avec qui je mange ne sont pas là, ils sont en déplacement professionnel aujourd'hui. Donc ils sont pas, ils travaillent mais ils sont pas physiquement présents au bureau. Donc en gros je vais manger toute seule avec Aznavour. C'est pas mal de manger avec Aznavour moi je trouve. Bref, si j'ouvre le vlog ce matin, c'est pour vous parler de films et de séries. Hier soir en rentrant chez mes parents, j'ai fini Brooklyn Nine-Nine. J'adorais cette série quand je l'ai commencé, c'est vraiment une sitcom qui date de l'âge d'or des sitcoms avec toutes ces avec Two Broke Girls ou même Friends à l'époque, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de séries comme ça, il n'y a plus de séries juste pour le fun avec des petits épisodes qui durent à peine 20 minutes parfois. Bref, là, j'en ai parlé dans le dernier vlog, il me semble, on suit une caserne de police avec un capitaine de police et puis son équipe qui vont enquêter principalement sur des petits crimes, des vols à l'étalage, et c'est toujours pris, même si c'est un crime un peu plus grave, genre un braquage de banque par exemple, vous voyez, c'est toujours pris avec humour, avec détente, on n'est pas sur des criminels de grande envergure, avec des combats, avec des courses-poursuites et tout. Et même si course-poursuite doit y avoir, c'est drôle. Vous voyez, c'est vraiment une sitcom, c'est vraiment drôle. J'adore l'acteur principal, je sais pas comment il s'appelle, mais alors celui qui joue Jake Peralta, l'agent de police qu'on suit principalement, je l'adore. Et donc voilà, on suit l'évolution des personnages sur 8 ans, certains se marient, ont des enfants, etc. etc. Et on a un vrai beau final de la série. En gros, tout ce que je demande à une série comme ça, qui a quand même 8 saisons pour le coup, c'est de nous donner un vrai final, vous voyez. C'est-à-dire que quand tu regardes le dernier épisode, tu sais que c'est le dernier épisode et tu sais que les personnages savent que c'est le dernier épisode. Genre là, il y a vraiment tout un truc qui dure sur 2 épisodes en plus, ce qui est rare dans les sitcoms, mais ce qui est rare pour Brooklyn Nine-Nine. Où vraiment tout est... Voilà, c'est une histoire qui dure sur 2 épisodes, le dernier épisode est plus long que les autres, il y a plus de scènes, c'est un peu plus... C'est un peu moins drôle et c'est un peu plus émotionnel, vous voyez. Enfin, c'est vraiment un adieu en fait. Et des personnages entre eux et des personnages à leur... Enfin, aux gens qui regardent, à leurs fans entre guillemets. Donc voilà, enfin, franchement j'aime bien ça. On n'a pas ça par exemple dans Two Broke Girls. Le final de Two Broke Girls c'est un peu en mode bon bah pouf pouf paf pif pouf paf pouf, c'est fini. Il n'y a pas de vrai final à mon sens dans Two Broke Girls, alors que là tu sens que ils ont écrit et tourné ces épisodes parce que c'est les derniers, en sachant que c'était les derniers, et c'est cool. Enfin vraiment je trouvais ça chouette. Par contre après ça hier soir, franchement hier soir on était éclatés, on s'est couché à 3h du matin samedi soir, on était réveillés à genre 8h30, 9h samedi matin. Enfin bref, on était un peu fatigués, mais on s'est dit qu'on allait quand même regarder un truc et je proposais qu'au lieu qu'on continue Atypical, qu'on n'a pas fini encore, parce que j'avoue que je commence à en avoir un peu marre de Atypical, mais peut-être que j'en reparlerai plus tard dans ce vlog, je ne sais pas. Du coup, j'ai proposé qu'on regarde un film, tu vois. Et j'ai choisi Veuillez nous excuser pour la jeune occasionnée, un truc comme ça. C'est un film avec Artus sur Netflix. Et en fait, il y a plusieurs films avec Artus sur Netflix. Je pense enfin, clairement, il surfe un peu sur la vague de un petit truc en plus que tout le monde a... que j'allais dire que tout le monde a regardé. Pas forcément, mais que beaucoup de monde a regardé et que beaucoup de monde a aimé. Sauf qu'en fait, tous les films de Artus sont pas forcément ouf, tu vois. Et un petit truc en plus, c'est avec Artus, mais c'est aussi de Artus, vous voyez. Alors que là, c'est avec Artus, mais c'est tout quoi. Et c'est un film qui date un petit peu, ça se voit notamment au physique de Artus. En fait, l'histoire, ça a l'air cool, mais c'est hyper mal fait. En gros, l'histoire, c'est l'histoire d'un homme d'une, je sais pas, entre 25 et 30 ans, je dirais.
Donc voilà, il est avec sa copine, etc. Ils sont très contents, machin bidule. Et ils viennent d'acheter un appartement à Marseille. Sauf qu'ils ne vivent pas encore. Enfin, ils vivent pas encore à Marseille. Ben, ils vont déménager à Marseille, emménager là-bas. Et donc lui, il doit avoir sa mutation. Il a demandé sa mutation. Normalement, il a le poste à Marseille. Il travaille pour la SNCF. Donc normalement, il est très content. Il a le poste de contrôleur de bord dans les environs de Marseille. Il reste dans les trains, donc c'est pas très fixe, mais c'est dans les environs de Marseille. Sauf qu'au dernier moment, on lui annonce que finalement, le dernier trajet qu'il doit faire là où il travaille pour l'instant sera un trajet test avec une évaluation. Il y a quelqu'un qui va venir pour évaluer son travail sur ce trajet-là précis. Et si ça se passe mal, bah, il n'aura pas le poste en fait. Donc il est un peu dans la merde. Et donc voilà, c'est ce trajet-là qu'on suit. En gros, il y a plusieurs wagons avec plusieurs personnages, plusieurs types de problématiques qui vont se poser à lui. C'est assez cool en vrai, on dénonce par exemple le racisme, le délit de faciès, etc. C'est assez cool, mais c'est un peu trop gros et un peu trop mal fait. Il y a notamment une scène, vraiment, alors toutes les scènes d'accouchement dans tous les films et dans toutes les séries, c'est à chaque fois du grand n'importe quoi, même dans les séries médicales. C'est-à-dire que dans tous les films et dans toutes les séries que j'ai vues, les femmes accouchent comme ça. Vraiment, le bébé il sort, il est tout propre, tout nickel, elles accouchent parfois en plein milieu de nulle part, c'est n'importe quoi. Vraiment les accouchements c'est n'importe quoi, t'as l'impression que c'est hyper facile, ça c'est en un claquement de doigts. Et là c'est le cas, il y a une personne qui va accoucher dans le train, et ça se passe vraiment comme ça. Non seulement ça se passe comme ça, mais alors en plus le bébé sort, je vais pas tout vous spoiler non plus si jamais, mais c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Alors après, il y a quand même Artus qui est là, qui est quand même un bon acteur et qui... le film vraiment tourne autour de lui et autour de son personnage, donc ça va. Mais pour tout vous dire, on n'a pas fini le film hier soir. Peut-être qu'on le finira ce soir ou un autre jour. Mais hier soir, on s'est dit... Au d'un moment, on s'est regardé en mode, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Genre, vraiment... Ça n'a aucun sens. Alors, j'aime bien les comédies françaises où tu te détends, c'est sympa, c'est juste là pour te faire passer un bon moment, ok. Mais là, non, là, là, ça va pas en fait. Voilà, du coup, on a regardé ça hier. Je sais pas si on va le finir, peut-être qu'on le finira, mais peut-être que je le finirai genre en faisant la vaisselle ou un truc comme ça, parce que vraiment, genre là, on était vraiment dans le lit à regarder, juste à regarder le truc, quoi, vous voyez. Et au bout d'un moment, c'est... Même si on était extrêmement fatigué, que mon cerveau était en mode KO, en plus j'avais mal à la tête et tout, même comme ça, c'était trop léger en fait, vous voyez. Enfin bon. Bref, là, Waze dit que j'arrive à 41 si je pars maintenant. Il est donc temps que je vous laisse. Je vous reprendrai si je regarde des trucs, peut-être que je vous reprendrai. Ah oui, on a re-regardé Harry Potter aussi, mais ça c'est pas re-résumé, etc. Enfin, c'est Harry Potter, quoi. On a regardé Harry Potter à l'école des sorciers, enfin bon. Voilà, donc je vous reprendrai peut-être dans la semaine si je regarde autre chose, parce que là je vais reprendre How I Met Your Father, je pense, et puis je vous reprendrai aussi quand j'aurai terminé le Charles Aznavour, sachant que j'aime beaucoup, c'est assez différent du film, il y a plus d'éléments, et puis dans le film aussi, en fait, en lisant ce livre-là, tu te rends compte que le film c'est sa vie, certes, c'est vrai, mais il y a quand même 2-3 facilités scénaristiques pour rendre le storytelling du film très cool, vous voyez. Mais ça reste sa vie, hein, le film. Enfin bref, ça fait quasiment 10 minutes que je parle, il est temps que je vous laisse, je vous retrouve plus tard. On est à quel jour? On est mercredi 29 janvier et il est 7h29 je crois. Non, 7h09, oui parce que 7h29 j'aurais été très en retard. Et je vous retrouve parce que j'ai fini le livre de Charles Aznavour. Alors là, c'est pas évident, parce qu'il est dans ma pochette de pirate, un peu, enfin avec des bateaux et des trucs comme ça. C'est une pochette molletonnée. Alors, molletonnée, pas trop. J'ai acheté d'autres pochettes molletonnées, toujours sur la boutique de Piketty, qui sont plus molletonnées que celle-là. Enfin bon. Bref, c'est celle-là que j'avais prise. Et donc, le livre, il est ici. Je l'ai donc fini hier, je suis très contente de l'avoir enfin lu. En fait, je trouve ça bien, enfin, quand j'aime une personne, j'aime bien lire sa biographie. Alors j'en lis peu, hein.
j'en lis pas non plus très souvent, mais j'aime bien lire son autobiographie parce que évidemment une autobiographie c'est pas objectif, parce que c'est la personne qui raconte, ce sont ses souvenirs à elle qui sont pas forcément documentés, il n'y a pas forcément des trucs qui prouvent que effectivement ça s'est passé comme ça, c'était tel jour, c'était telle date, il faisait tel temps, etc. etc. Les souvenirs ça évolue en fait, c'est comme ça, c'est humain. Il y a des souvenirs que tu vas oublier, il y a des souvenirs que tu vas améliorer, et puis il y en a que tu vas détériorer. C'est comme ça, et donc une biographie c'est ça en fait, c'est une espèce de rassemblement de tous ces souvenirs là un peu modifiés mais tu sais pas réellement comment, et c'est surtout des souvenirs choisis par la personne qu'elle accepte de te donner, qu'elle accepte de rendre public à des millions de personnes ici, et donc ici c'est ce que Charles Aznavour a fait, en fait, c'est divisé en deux parties. Le livre, il y a toute une première partie où c'est vraiment dans l'ordre chronologique avec certaines étapes évidemment, parce qu'il a écrit ça donc en 2002-2003 par là. Donc il avait déjà 60 et quelques années, 70 et quelques années, un truc comme ça, puisque il est mort en 2018. Oui, je me semble que c'est ça. Il me semble qu'il est mort en 2018 à l'âge de 94 ans. Donc en 2003, il a 15 ans de moins, c'est ça, il a 79, 80 ans, un truc comme ça. Bref, donc il y a un historique de son enfance et puis un petit peu ses débuts, sa carrière, etc. etc. et puis les autres pays, les autres langues dans lesquelles il a traduit ses chansons, etc. etc. ce qui n'est pas forcément très connu en France évidemment, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à écouter, genre je me voyais déjà en espagnol, enfin tu peux mais c'est pas... Enfin, bref, le seul truc qui manque je trouve sur toute cette partie là c'est les années. C'est raconté dans l'ordre chronologique plus ou moins, mais il y a des fois où il fait des digressions et puis il fait des retours en arrière, genre il est en train de raconter quelque chose du présent et puis ça fait du présent, du présent du moment qu'il raconte, tu vois, et puis ça lui rappelle un truc de il y a quelques années, ou alors au contraire il te fait il te dit, par exemple à un moment donné il te dit ah j'aurais bien aimé, j'aurais tellement aimé acheter ça à ma mère, et puis la phrase d'après c'est mais quand j'ai eu les moyens de enfin lui acheter, bah elle était plus là. Vous voyez, c'est un petit peu ces genres de petits spoilers qu'il fait, et puis il y a des digressions évidemment. C'est vraiment, tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de travail d'édition qui a été fait dessus, c'est vraiment publié comme ça a été écrit, ou quasi comme ça a été écrit, et c'est assez chouette. Donc ça c'est la première partie où vraiment t'as l'historique un peu de sa vie, de sa carrière, jusqu'au moment où il l'a écrit, à peu près. Et puis tu as, c'est marqué souvenir en vrac, je crois, à un moment donné, un truc comme ça. Voilà, c'est littéralement des souvenirs qu'il aurait pu prendre la peine de mettre dans l'ordre, dans le truc d'avant, mais qu'il l'a pas fait. Voilà. Pardon, je viens de m'étouffer. C'est aussi en ça que je dis que c'est pas vraiment évité. Parce que sinon tous les souvenirs auraient été mis en ordre, etc. Et après aussi peut-être qu'il y a des souvenirs qu'il a du mal à dater. Il y a juste peut-être des petits événements, genre par exemple là je viens de voir passer un chapitre qui s'appelle Aphone. En gros il explique qu'il doit faire une représentation à New York et qu'il se réveille le matin, il a plus de voix. Il a pas son médecin, il a pas les choses auxquelles il est habitué quand ça lui arrive, tu vois. Et donc il est dans la merde parce qu'il doit assurer la représentation, mais il a plus de voix en fait. Et donc ça l'a marqué parce que il est loin de son pays avec des gens qu'il connaît pas forcément, il a plus de voix, c'est la galère, etc. Mais peut-être qu'il arrive pas réellement à le situer, à le dater, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est pas mis dans l'ordre chronologique d'avant. Voilà, marqué là, souvenir en vrac, vous voyez. C'est aussi dans ce souvenir en vrac là qu'il parle de la femme, de sa femme en fait, avec laquelle il était au moment où il a écrit et jusqu'à sa mort d'ailleurs. Il a eu 3 femmes en tout, et donc les autres il nous les a présentées dans l'ordre chronologique, dans sa carrière, etc. etc. Et celle-ci vraiment il en parle pas énormément, et d'ailleurs il le dit lui-même. Bon, je m'arrête là parce que j'en ai déjà beaucoup dit et que si j'en dis plus elle va pas aimer en fait cette personne, parce qu'elle est toujours avec lui, parce que voilà. Bon, les autres il s'est pas non plus étalé sur sa vie, sur sa vie avec elle, si ce n'est qu'il a présenté quand même les enfants qu'il a eu, et donc le fils qu'il a perdu. Il en parle pas beaucoup parce que je pense qu'il a beaucoup de regrets là-dessus. Il faut savoir que donc il a eu une fille de son premier mariage, puis il s'est séparé, puis il a eu un enfant hors mariage que la femme est partie avec. En fait ils ont été un petit peu ensemble quelques temps, et puis elle lui a dit
je suis enceinte, il y a un homme qui est prêt à m'épouser et à reconnaître l'enfant, c'est ce que je vais faire, sauf si tu veux m'épouser et reconnaître l'enfant. Et lui à ce moment-là, il est très content de pouvoir lui dire, eh bien épouse cet homme et fais ta vie avec lui, tu vois. Et donc cette femme part avec, part enceinte avec cet homme-là, et puis elle fait sa vie avec lui. Et quelques années plus tard, elle va le recontacter pour lui dire, voilà, en fait cet homme était pas du tout un bon père et pas du tout paternel avec cet enfant. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu veux voir ton fils, lui parler, etc. Et donc Charles Aznavour va un peu rapatrier son fils sur Paris, le met dans un appartement, etc., etc. Mais ça reste Charles Aznavour, enfin je veux dire, il fait des concerts, il fait des tournées, il est pas toujours là, etc. Et un jour, malheureusement, on va retrouver son fils mort dans son appartement. Donc son fils s'est suicidé. Voilà, il en parle pas beaucoup et je pense que c'est une époque où on n'avait pas beaucoup d'infos sur les enfants battus, les enfants maltraités, etc. etc. Donc voilà. Mais et puis ensuite, il a eu, dans son dernier mariage avec Oula, donc il a eu 3 enfants, il me semble. Et donc là, il en parle aussi un petit peu, mais voilà. Bref, mon seul regret, comme pour le film, c'est qu'il ne parle pas de Comme ils disent. Comme ils disent, c'est la première chanson française qui parle ouvertement d'homosexualité comme quelque chose de normal, comme quelque chose d'assumé. Il n'y a rien de supposé dans cette chanson, je sais pas si vous l'avez déjà écouté, mais le refrain de cette chanson c'est « Je suis un homo, comme ils disent ». Enfin, voilà. Et donc il raconte principalement, c'est principalement la vie des dragues qui est racontée dans cette chanson, mais voilà, c'est la vie de... En fait, c'est la vie de nuit qui se passe à ce moment-là, des hommes qui se maquillent, des hommes qui font des striptease, etc. etc. Et c'est quand même... c'est quand même un événement pour la chanson française, cette chanson. Jusqu'à maintenant, avant cette chanson-là, il y avait soit des chansons un petit peu pour s'en moquer, soit des chansons très supposées, il n'y avait rien d'assumé dans les paroles. Là, c'est clairement dit, c'est clairement assumé. Et il n'en parle pas dans ce livre-là. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai que des suppositions sur le pourquoi il n'en parle pas. Mais en fait, je pense que en 2023, on l'a pas laissé en parler. Et c'est très dommage qu'on ait pas ça dans ce livre-là. Je dis ça parce que pour tous ces autres grands succès, c'est au moins cité. Il parle de Je me voyais déjà, il parle des comédiens, il parle de la mama, voilà, il parle de toutes ces... Enfin, je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a quand même beaucoup et peut-être qu'elles sont pas toutes citées non plus. Mais la plupart de ces grands succès, il en parle au détour d'une phrase, il dit quand est-ce qu'il les a écrits, qui a composé la musique, quand est-ce qu'il l'a chanté pour la première fois, notamment Je me voyais déjà. C'est cité, vous voyez, les comédiens ça revient plusieurs fois. C'est une chanson très demandée apparemment, ce qui est pas étonnant. La mama il en parle surtout quand sa mère est décédée et qu'il a dû chanter cette chanson et c'était difficile pour lui. Mais voilà, il parle à plusieurs reprises de son tour de chant, ça s'appelait comme ça. Voilà, parce qu'en fait c'était pas... il allait dans des cabarets, des trucs comme ça, et puis il y avait plusieurs personnes qui se présentaient, donc il y avait des tours de chant, bref. Et voilà, il parle des musiques qui chantaient en premier, qui chantaient en dernier, qui étaient redemandées, etc. etc. Comme ils disent, il n'en parle jamais, il ne la cite jamais, vraiment jamais. Et j'ai essayé un petit peu de me renseigner sur ce qui s'est passé quand cette chanson est sortie, et il y a très peu d'infos en fait. Je sais pas pourquoi. Après, pendant toute sa carrière, Charles Aznavour a été très critiqué par la presse, par les journalistes, etc. Je vais quand même regarder l'heure parce qu'à force de blablater, peut-être qu'il faut que j'aille travailler moi. Ça va, j'ai encore un peu de temps. Je disais, pendant toute sa carrière, il a été critiqué par les journalistes, ça n'allait jamais, il était trop petit, sa voix ça n'allait pas, ses chansons ça n'allait pas, son style ça n'allait pas, vraiment il a été critiqué par les journalistes et par les critiques musicaux toute sa carrière. Il en rigole un petit peu à la fin, en disant que au début ça l'a touché, et tu le vois dans le film d'ailleurs, mais au bout d'un moment il a arrêté de lire parce qu'en fait c'est toujours la même chose. Tu sais, au début tu lis les critiques et puis tu essayes de t'améliorer, mais au bout d'un moment c'est toujours la même chose, donc en fait ça sert à rien, tu vois. Et donc tout ça pour dire que quand il disait sorti, il a dû être critiqué pour cette chanson dans la presse, mais comme pour toutes les autres en fait. Donc ça n'a pas changé grand chose, vous voyez. Et en parallèle de ça, lui il fait sa carrière quand même, malgré les critiques de la presse. Et le public finit par l'aimer, notamment son premier grand succès c'est Je me voyais déjà, je sais pas quelle année, mais voilà. Il y a un autre truc que je m'attendais à ce qu'il en parle un peu plus, c'est la mort d'Edith Piaf.
J'ai regardé pareil parce que c'est pas dit dans le livre, mais Edith Piaf est morte en 1963. C'est assez ouf. En fait, je réalise maintenant que j'adore les chansons d'Edith Piaf. Enfin, je veux dire, on les connaît tous, les chansons d'Edith Piaf. On les a entendues ne serait-ce qu'au JO cette année, tu vois, enfin en 2024. Edith Piaf est morte, mes parents n'étaient pas nés. Genre, on parle d'une époque où ma grand-mère avait genre 20 ans. Enfin, je sais pas, je trouve ça. Et aujourd'hui encore, on chante ces chansons. Aujourd'hui, j'écoute ces chansons, je connais ces chansons et j'aime ces chansons. Enfin, c'est. Enfin, bref. Après, Edith Piaf est morte très jeune, de par la vie qu'elle a menée, les deux. Bref. Bref, après, il ne parle pas de ça. Il parle d'Edith Piaf, de comment elle l'a aidé, sa rencontre avec lui, et enfin sa rencontre avec elle, etc. etc. Et puis pouf. En fait, c'est ça, t'as vraiment l'impression que il a continué sa vie, elle a continué sa vie, et puis bah du coup, ils se sont perdus de vue littéralement. Je sais pas si c'est comme ça dans la réalité, mais t'as vraiment l'impression qu'ils se sont perdus de vue. Et puis il a rencontré tellement de gens, il a fait tellement de rencontres aux États-Unis, etc. Il a rencontré Liza Minnelli et puis des personnes extrêmement connues. Vraiment. La personne qui cite pas et qui est présente dans le film, c'est Johnny Hallyday. Mais il n'en parle pas parce que je pense que, enfin, la rencontre pour Johnny de Aznavour, ça a dû être un avancé dans la carrière de Johnny parce que Johnny était très jeune. Mais la rencontre de Johnny pour Aznavour, ça n'a pas changé grand chose à sa carrière. Ouais, c'est dans l'autre sens en fait. Donc lui, quand il raconte les événements marquants de sa vie et ce qu'il veut partager avec nous, bah, sa rencontre avec Johnny. On parle d'un moment où j'ai pas fait les calculs, mais Johnny doit avoir une vingtaine d'années. Et Aznavour en a bien 40-50, tu vois. Donc en fait, pour lui c'est pas... Enfin, bref, il a rencontré tellement de monde, il a fait tellement de choses dans sa vie. Et ce qui est assez touchant à la fin, c'est qu'il parle de la mort. Évidemment, il écrit ça, il a presque 80 ans. Donc il en parle, il se dit... Ça va arriver, il se dit que peut-être chaque anniversaire c'est le dernier. Il dit pourquoi elle continue à les fêter alors peut-être que c'est le dernier anniversaire, tu vois. Et il dit... si je pouvais mourir tout seul chez moi, tranquille, ça serait cool. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et il était sur scène 3 semaines avant de mourir. Et il avait des concerts de prévus après sa mort, qu'il a dû annuler évidemment, enfin qu'ils ont dû annuler évidemment. Enfin bref, ce petit homme et a fait une carrière absolument magistrale. Il a, je pense, pas loin de 80 ans de carrière, si ce n'est plus. Enfin bref. Bref, je suis très contente d'avoir lu ce livre. Je vais être en retard si je continue à vous en parler. On a aussi commencé une série, mais je vous en parlerai peut-être demain si j'ai le temps de vous reprendre avant d'aller travailler. Et puis, je pense que je vous reprendrai lundi pour moi, quand j'aurai commencé mes lectures du mois de février pour un peu vous en parler dans ce vlog. Mais là, ça fait déjà longtemps que je parle, donc je vous laisse. J'ai l'impression que vous êtes penché, mais plus j'essaye de vous mettre droit et plus ça penche. Donc je vais vous laisser comme ça parce que je me suis débrouillée pour être un peu en avance ce matin. Donc je vais pas perdre trop de temps à essayer de cadrer. Ce matin on est lundi. Lundi combien? Je ne sais pas. Attendez, parce que j'ai mon téléphone pro dans la main sur lequel j'ai lancé Waze. Mais du coup je vois plus l'heure. Il est 7h01 et on est lundi 3 février, donc mon challenge du mois de février a officiellement commencé et j'ai pas vu passer de vidéo de Alex Booking Entrepreneur sur le février tapal, ce qui est pas trop étonnant parce que en revanche j'ai vu passer des stories sur Insta où elle expliquait que son mois de janvier avait été particulièrement compliqué, donc a priori on n'aura pas ce challenge là cette année, c'est pas grave en soi. Mais moi j'ai commencé mon challenge personnel, à savoir si vous avez pas vu ma page du mois de février, mon challenge personnel au mois de février c'est tout simplement de lire un livre par jour. Voilà, alors des petits livres, des livres jeunesse et des livres illustrés pour la grande majorité, des livres de moins de 200 pages pour également la grande majorité, mais un livre par jour quand même. Et étant donné que à partir de jeudi soir là qui vient pour moi, je sais plus trop, enfin je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour lire. Au début je devais avoir que le week-end là qui vient, samedi dimanche, de vraiment pris, de vraiment full. Et jusqu'à vendredi soir ça allait en termes de lecture et après j'avais des trucs à faire qui faisaient que je pouvais plus trop lire, tu vois. Et puis ça s'est décalé un peu sur vendredi soir et puis là ça s'est décalé un peu sur jeudi soir. Voilà, donc en gros, jeudi soir je suis pas sûre de pouvoir lire sur ma soirée, je suis pas sûre non plus d'avoir envie de lire pour être honnête. Vendredi pareil et puis samedi dimanche, bon bah je
je serai pas là, donc forcément je pourrai pas énormément lire. Donc ce week-end là, le 1er et le 2 février pour moi, j'ai pris de l'avance en termes de lecture, mais juste avant j'ai un petit peu triché et j'ai regardé une série qui était dans ma liste de séries et de films à regarder pour le Cold Winter. Alors le Cold Winter a techniquement, c'est techniquement terminé vendredi 31 janvier, mais moi j'ai regardé la série ce week-end et j'ai décidé que ça comptait pour le Cold Winter. Donc cette série c'est How I Met Your Father, donc c'est le pendant féminin de How I Met Your Mother qui a eu un gros succès avec Ted. Donc How I Met Your Mother, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'un homme d'une cinquantaine, soixantaine d'années, je ne sais pas, qui réunit ses enfants dans son salon et va leur raconter comment il a rencontré leur mère. Donc, et nous en fait, ce qu'on suit dans la série réellement, c'est cet homme-là a une trentaine d'années quand il a rencontré leur mère. Donc son groupe d'amis, etc., ils se rejoignent dans un bar, c'est une sitcom quoi, enfin voilà. Et donc là, ils ont fait How I Met Your Father qui a honnêtement beaucoup moins marché puisqu'il y a que 2 saisons et la série est pas finie. À la fin, t'as pas la réponse, t'as une piste de réponse possible, mais c'est la même que depuis le début, en bref, hein, bon, bref. Et donc, c'est avec, j'ai perdu son nom, je vais essayer de vous le retrouver. C'est avec Hilary Duff, voilà, actrice de mon adolescence à titre personnel. Je vais pas commencer à vous faire l'historique de Hilary Duff parce que sinon on en a pour des plombs, mais voilà. Et franchement, moi j'aimais bien. C'était une sitcom, comme How I Met Your Mother, en vrai, c'était pareil, tu vois. C'est juste que, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je sais pas si pour vous elle sera sortie, mais j'ai l'impression que les sitcoms c'est plus à la mode, c'est plus ce qui plaît aux gens, et du coup je pense que c'est pour ça que ça va pas marcher. Mais bref, je voulais regarder la saison 2 qui est donc la dernière, et c'est ce que j'ai fait ce week-end, donc voilà. Et sinon, j'ai lu, j'ai même pas mal lu. En fait, mon objectif, ça aurait été de lire 5 livres ce week-end, parce que pour être honnête, j'ai commencé à lire un des livres de Mappa du mois de février la semaine dernière, dès que j'ai eu fini Aznavour, enfin le livre de Aznavour. J'ai commencé un livre de Mappa du mois de février, je savais que je le finirais pas vendredi, donc bref. Donc mon objectif c'était de lire 4 livres sur le week-end, plus de finir celui que j'avais commencé avant, mais ça c'était un petit peu trop ambitieux, donc en fait j'ai lu que 4 livres sur le week-end et j'en ai commencé un hier, donc je vais vous les montrer dans l'ordre dans lequel je les ai finis. Du coup le premier que j'ai lu évidemment c'est 43 rue du Cimetière de Kate et M. Sarah Kleiss, donc ici le tome 4, le fantôme hante toujours 2 fois. J'adore les titres, vraiment. J'en reparlerai dans le bilan de la Winterpale, puisque du coup ce livre-là est dans ma Winterpale, c'est la suite de saga pour l'hiver. J'adore cette saga, c'est toujours une saga épistolaire avec des extraits de journaux, des petits mots échangés comme ça. Voilà, et donc ici il est question d'un fantôme en plus du 43 rue du Cimetière qui est hanté. Il est question ici d'un autre fantôme dans la ville. On est ici donc à Livid City avec Ignace Bronchon, un vieil auteur, enfin un auteur d'une cinquantaine d'années je dirais, qui écrit des livres jeunesse, qui s'est installé au 43 rue du Cimetière depuis le début du tome 1 et qui vit donc avec les habitants qui étaient déjà présents quand il est arrivé et qui écrit donc des livres pour enfants avec ces habitants-là. Je ne vais pas non plus tout vous décrire, enfin tout vous détailler ici. Et dans ce tome-là, il y a une nouvelle technologie qui débarque. Et mince, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros la poste, ah, c'est un nom, c'est un autre nom, mais je retrouve pas, est-ce que c'est marqué? Le bureau de poste, voilà. Le bureau de poste va fermer parce que on n'en aura plus besoin. Il y a une petite critique de l'évolution de la technologie, etc., qui fait qu'il y a beaucoup de petits bureaux de poste qui ont fermé, puisque quand les mails, les textos ou même les fax avant ça sont arrivés, les gens écrivaient de moins en moins de lettres, et aujourd'hui on n'écrit plus du tout de lettres, ça se fait plus. Et donc forcément s'il y a moins de lettres qui sont écrites, il y a moins de lettres qui sont envoyées, et donc il y a moins besoin de bureaux de poste. Et donc là, le bureau de poste de Livid City, qui est la ville ici, va fermer. Et on a notre écrivain est un petit peu dans la mouise parce que lui c'est comme ça qu'il envoie ses écrits en fait. Enfin, il a des abonnés. En gros ça va un peu comme un roman feuilleton
à l'ancienne, vous voyez, sauf qu'au lieu de le publier dans le journal, il l'envoie individuellement par la poste à chaque personne qui est abonnée à son histoire, vous voyez. Et du coup, bah, si le bureau de poste de sa ville ferme, ça va être plus compliqué pour lui, donc il est un peu dans la mouise. Et donc c'est ça qu'on suit avec les histoires de fantômes, etc. Il y a aussi des références qui sont faites aux fantômes de l'opéra. Voilà, c'était vraiment, j'ai adoré, c'était hyper chouette. Je m'attarde pas plus parce que je vais vous en reparler beaucoup, et puis j'ai aussi mis le tome 5 dans un peu du mois de février, donc vous allez m'entendre en reparler dans peu de temps. Sur ce week-end, j'ai aussi lu le tome 1 que j'avais mis dans ma Winterpale également, et donc c'est Wonder Park, le tome 1, donc Libertad de Fabrice Collin. Et je sais pas si c'est moi qui étais fatiguée ou qui ai voulu lire trop vite, mais j'ai trouvé ça un peu brouillon et ça va un peu trop vite à mon sens. En gros ici on va suivre des enfants d'âges différents puisqu'on a un frère et une soeur, alors ils ont 18 mois d'écart, donc ils ont pas non plus 4 ans d'écart, vous voyez, et donc ils vont à la même école, etc., etc., ils sont encore en primaire de mémoire, c'est sa dernière année de primaire à lui, et puis elle est une année en dessous, vous voyez, et ils vont rencontrer une jeune fille, là-bas, c'est une nouvelle qui est un peu à l'écart, qui est un peu bizarre, etc., et à côté, il y a Wonder Park. Wonder Park, c'est un parc abandonné, en fait. C'est un parc d'aventure, un parc d'attractions qui a été construit, qui a été créé il y a quelque chose comme 10 ans, un truc comme ça, je crois, et puis qui n'a jamais été ouvert. On sait pas pourquoi, mais peu de temps avant l'ouverture, tout s'est arrêté. Donc les attractions sont en place, le parc était quasiment prêt à ouvrir, mais il n'a pas ouvert. Il n'a jamais eu de public, jamais personne n'a pu y aller. Ils ont tout barricadé, tout fermé, tu peux plus y aller, tu peux pas rentrer sur le site aujourd'hui. Et évidemment, les enfants ne rêvent que d'une chose, c'est d'y aller, de rentrer dans le parc pour voir comment c'est, à quoi ça ressemble, etc. Et cette jeune fille aurait un lien avec le parc, apparemment, et pourrait les aider à entrer sur le site. Et donc voilà, c'est ça qu'on va suivre, et puis tout ce qui s'ensuit, hein, toute la découverte, tout l'univers imaginé ici par l'auteur. Mais en fait, à plusieurs moments du bouquin, j'ai eu l'impression qu'on avait coupé des passages pour le raccourcir, le livre, en fait, pour qu'il soit pour enfants vraiment, et qu'on ait un livre de moins de 200 pages. Et donc là, il fait 141 pages. C'est quand même écrit très très gros. Et il y a des illustrations, mais vraiment à plusieurs reprises. En fait, il y a des ellipses, tu vois. Il y a des moments où il y a des explications qui sont données en mode ah oui, au fait, je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle, ça. Sauf qu'en fait, pour nous, lecteurs, lectrices, c'est pas un rappel, c'est l'information, on nous la donne, vous voyez. Pour les personnages, c'est genre, ah oui, vous vous rappelez, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors que nous, on n'a pas eu l'explication tout à l'heure, vous voyez. C'est assez bizarre, en fait. Je trouve ça assez bizarre. Et donc, on a des illustrations comme ça. Mais bon, après, j'ai bien aimé, je dirais, la suite, je pense. Bon, en février, bien sûr. En février, même si il n'y a pas le février tapal, et que le no-buy, c'est c'est un des challenges du février tapal. Moi, je vais faire le no-buy à titre perso. Je m'étais mis en tête que je le ferais. Là, on est le 3 février, donc je vais le faire. Enfin, je pourrais acheter des livres sur le mois de février, mais je vais quand même faire le no-buy sur ce mois de février. Donc, je m'achèterai la suite plus tard dans l'année, je ne sais pas quand. Mais je vais au moins tenter le tome 2, je pense. Et puis je verrai ce que ça donne. C'est quand même un univers assez chouette, les personnages sont assez sympas. Il y a aussi beaucoup de personnages différents. Nos personnages principaux rencontrent pas mal de personnages dans ce monde-là, créés par l'auteur du coup. Enfin, vous vous en doutez, il faut finir par rentrer dans le parc à un moment donné et découvrir tout ce qu'il y a là-bas. Il y a des personnages qui sont pas humains, etc. C'est assez chouette. Et puis on parle de pirates, on peut s'en douter avec le bateau sur la couverture. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé le tome 2, c'est Megalopolis, évidemment. Enfin c'est évident une fois que t'as lu le tome 1. Mais ouais, je tenterai au moins le tome 2, je sais pas combien il y a de tomes dans la saga, mais je tenterai au moins le tome 2, c'est sûr. Ensuite, j'ai lu Kate mène l'enquête, donc le tome 2 sur les traces du cacadoa argenté de Anna Peck. Et j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans parce qu'en fait, à la toute fin du tome 1, il se passe effectivement quelque chose que j'avais oublié. Et du coup là, ça repart direct après en fait, notre personnage principal ici, ici Kate. Je mélange à chaque fois. Donc elle a fait son aventure dans un train. Elle a mené une enquête dans un train au cours d'un voyage avec son père pour rejoindre sa mère
Ça c'était dans le tome 1, elle a rencontré des personnages, etc. Et à la fin du tome 1, il y a un de ces personnages là qui lui demande de faire quelque chose. Et c'est ce qu'elle va faire ici sur un bateau. En gros, on lui demande d'aller d'aller sur un bateau pour faire un article. Parce qu'à la base, elle est quand même apprentie journaliste un petit peu. Bon, elle est un peu jeune, elle doit avoir 11-12 ans, mais elle rêve d'être journaliste, donc elle veut écrire des articles. Et donc à la fin du tome 1, on lui donne pour mission d'écrire un article sur des crevettes et on l'envoie sur un bateau pour faire cet article-là. Vous voyez. Sauf qu'au début du tome 2, on ne trouvait pas du tout dans le contexte. On te repose pas du tout les bases. On est lancé là-dedans et tu te débrouilles. Sauf que moi j'avais un peu oublié le tome 1 quand même. Donc j'ai eu un peu de mal au début. Mais finalement, je regarde si parce qu'au début il n'y a pas un résumé du tome 1 que j'aurais passé et pas lu en mode bah, je suis une adulte, j'en ai pas besoin, alors qu'en fait j'en aurais eu besoin. Mais j'ai pas l'impression que j'en ai. Non, au début on a le dessin du bateau, donc on présente le bateau dans lequel elle est. Tout ce qu'on a c'est ça, où on nous parle du cacadois argenté, on nous le présente, etc. Et après bah, ça démarre chapitre 1. Donc non, j'ai pas sauté de résumé. Donc bref, au début j'ai eu un tout petit peu de mal, mais ensuite on est prise dans cette enquête. Et en fait ce qui va se passer c'est que donc Kate est envoyée sur ce bateau avec son père, hein, évidemment elle est trop jeune pour partir toute seule, et son meilleur ami qui est un souriceau. Voilà, donc elle est envoyée sur ce bateau là pour faire un article sur les crevettes. Alors c'est les crevettes cuisinées sur le bateau, voilà. Sauf que ça la tente pas du tout, vraiment elle a pas du tout envie de faire cet article là. Elle essaye de faire ce qu'on lui demande, c'est un peu comme un devoir d'école, vous voyez. Sauf qu'elle a vraiment pas envie de le faire. Et sur le bateau il se passe plein de choses, il y a plein d'événements. Et donc il y a cette brigade de haut vol, écrit O-V-O-L, qui enquête sur les... Enfin qui... c'est une brigade sur les oiseaux. C'est une brigade à moitié un petit peu construite comme à l'armée, mais qui fait de l'exploration sur les oiseaux. Vous voyez, avec leurs jumelles et tout, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, un peu comme Max Bear, si vous connaissez. Bref, voilà. Et donc elle est attirée par ça, elle voudrait aller avec eux, enquêter là-dessus. Et donc ce fameux cacadois argenté. Mais en même temps, elle est censée faire son article sur les crevettes. C'est compliqué. Donc voilà, on la suit sur ce bateau, dans cette aventure-là, avec son père qui est toujours là. Et franchement, j'aime bien, ça se lit hyper vite, c'est hyper chouette. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'ambiance. J'adore le personnage principal, vraiment, je trouve ça très cool. J'ai le tome 3 que j'ai aussi mis dans ma palle, normalement, dans la palle du mois de février, je veux dire, donc bah, je vais le lire bientôt. C'est pour ça, en fait, là, j'ai sorti et j'ai mis sur ma table basse les... premier tome que j'ai à lire des sagas pour lesquels j'ai plusieurs tomes. Genre par exemple 43 rue du Vieux Cimetière, j'ai mis le tome 4 et le tome 5 dans ma page du mois de février. J'ai pris le tome 4 avec moi. Le tome 5 je l'ai laissé dans ma chambre. Là pareil, j'ai mis le tome 2 et le tome 3, donc j'ai pris le tome 2. Et j'ai fait ça pour quasiment toutes les sagas pour lesquelles j'ai mis plusieurs tomes. Enfin pour lesquelles j'ai mis 2 tomes dans ma page du mois de février pour lire un tome. Et puis ensuite lire... bon, j'intercale avec des tomes 1 ou des one-shots, etc. Mais... vous voyez, c'est l'idée en fait, de commencer par lire un tome de chaque saga, et ensuite de relire un tome de chaque saga. Oui. Enfin bref, en tout cas, Kate c'était très chouette. Et donc le livre que j'avais commencé mercredi, je crois mercredi ou jeudi dernier, je ne sais plus, et que j'ai fini hier dimanche, c'est La Maison des Secrets, le tome 1, Les Lunettes Magiques de Jacqueline West. J'ai le tome 2 et 3 et 4 dans ma palle. Je vais au moins tenter le tome 2, mais je suis pas sûre de réellement avancer dans la saga. Là, pour tout vous dire, je me demande même pourquoi j'ai fini le tome 1. Voilà, parce que c'est une bonne histoire. Vraiment, j'ai bien aimé. Mais ça s'est pas passé comme je l'aurais aimé que ça se passe. Et il y a des choses qui sont un peu trop faciles, à mon sens, pour un livre pas si jeunesse que ça. Parce que c'est à partir de... Ah, c'est pas marqué. Mais tu peux pas lire ça à 6-7 ans, tu vois. Tu lis ça à 10-11 ans, tout seul, pas avant. En gros, ici, on va suivre Olive. Elle est la fille de 2 grands mathématiciens, enfin, et mathématicienne du coup. Ce qui est assez chouette pour moi, parce que je rappelle, j'ai fait des études de mathématiques, une licence de mathématiques, un master, etc. Enfin bref. Donc voilà, elle est leur fille. Et... ils se sont assez rapidement rendus compte que les maths c'était pas son truc. En même temps c'est pas génétique les maths, enfin je veux dire c'est comme ça tu vois. Et donc bref ils ont déménagé plusieurs fois dans des petits appartements etc. Ses parents sont passionnés par les maths et il y a un peu ce truc de bah parce que du coup elle est pas trop matheuse, bah ils la mettent de côté alors qu'elle est fille unique.
Et au début du livre, ils vont emménager dans une nouvelle maison, un espèce de vieux manoir dans une rue où il y a plein de vieilles maisons, etc. etc. Ils emménagent là-dedans et ses parents sont pris dans leur travail, dans leur recherche, etc. Donc en fait, ils débarquent dans la maison, ils posent leur carton, t'as pas vraiment l'impression qu'ils s'installent réellement. Ils investissent eux tous les deux la bibliothèque, ils s'installent avec leurs ordi dans la bibliothèque, leurs livres, leurs machins, leurs trucs, et puis ils continuent à travailler. C'est les vacances d'été, donc Olive, elle est toute seule dans cette maison, vous voyez, et elle va un peu explorer cette maison et se rendre compte que cette maison est particulièrement bizarre. Pour vous donner un ordre d'idée rapide, c'est une très très vieille maison dans laquelle la vieille dame qui vivait là est décédée juste avant que eux ils achètent la maison, et du coup tous les meubles et toutes les affaires de cette vieille dame sont restés dans la maison et sont vendus, enfin ont été vendus avec la maison en fait. Et les parents ont tout laissé en place comme ça. Genre ils ont rien touché, ils ont rien modifié de la maison. Elle est telle que la vieille dame y vivait dedans. C'est assez bizarre. Mais bref. Donc on va suivre Olive qui est une petite fille et qui essaye de comprendre ce qui se passe dans cette maison, parce que il y a vraiment des événements bizarres qui s'y passent. Il y a des tableaux qui sont collés au mur qui ne bougent pas, et elle va rencontrer notamment des chats qui parlent. Voilà. Et en fait, elle va rencontrer comme ça plusieurs personnages, elle va essayer de comprendre ce qui se passe, on lui parle d'un grand méchant, etc. Elle essaye de mener son enquête dans la maison. Le problème que moi j'ai avec ça, c'est que elle a, je sais pas, 11-12 ans, un truc comme ça. Et du coup, elle mène pas l'enquête comme moi, j'aurais aimé qu'elle le fasse, et comme moi, en tant qu'adulte, je l'aurais fait. C'est normal, c'est un livre jeunesse, mais du coup, ça me plaît pas trop, en fait. Parce que genre, à un moment donné, elle va rencontrer un personnage, et moi j'ai envie d'en savoir plus sur ce personnage. Je comprends bien que ce personnage, il a vécu un truc bizarre, qui a une histoire derrière, et mon premier réflexe c'est de faire des recherches sur ce personnage. Qui il est, dans les journaux, est-ce qu'on en a parlé, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit, un accident, un truc sur lui, sur sa famille, n'importe quoi, tu vois. Et elle pas du tout, elle va pas faire ses recherches. Du coup moi je suis frustrée parce que je veux savoir, et elle cherche pas en fait. Vous voyez, et il y a plein de trucs comme ça dans le livre que moi j'aurais fait autrement. En fait, j'aurais aimé être dans l'univers et faire mon enquête moi-même. Vous voyez, je pense que c'est pour ça que j'ai été au bout du livre, pour avoir un peu le fin mot de cette histoire, même si ça n'a pas été l'enquête comme je voulais la mener, parce que c'est pas moi qui choisis. Mais ouais, après le personnage de Olive est assez intéressant. On est malgré tout dans un huis clos, ce qui est pas non plus mon truc. On reste vraiment dans la maison. Olive ne sort pas de la maison. Vraiment, elle reste dans la maison quasiment tout l'été, je pense. Et donc il y a un suspense à la fin, en mode l'exploration ne faisait que commencer. Voilà, mais en fait je me demande ce qu'on va bien pouvoir nous raconter dans le tome 2, parce que le tome 1 se suffit quand même à lui-même, je trouve. Je pense que je tenterai quand même le tome 2, parce que je l'ai déjà acheté, en fait, c'est ça. Si je l'avais pas acheté, je pense pas que j'aurais tenté, je pense pas que j'aurais continué la saga. Mais là j'ai déjà acheté le tome 2, puisque j'ai acheté les 4 tomes d'un coup, enfin, les 4 premiers tomes d'un coup. Donc je vais au moins tenter le tome 2, je verrai, mais franchement, je suis pas emballée. Voilà, quoi qu'il arrive, sur tous ces livres-là, je vous en parle en vlog là. Je sais pas si je vous parlerai réellement de toutes mes lectures du mois de février en vlog, mais en tout cas, ce matin je me suis organisée pour vous prendre un vlog et le faire. Mais quoi qu'il arrive, je reviendrai sur toutes ces lectures en update. Probablement dans le courant du mois de mars, parce que je suis un peu... voilà. Mais je vous en parlerai en update à chaque fois. Donc là je vous en parle un peu à chaud, je les ai lus ce week-end, il y a 2 jours max. J'en parlerai à froid en update. Pardon, on a été interrompu par ma chaudière, du coup j'ai plus trop le temps. D'ailleurs pour ceux qui ont suivi et que ça intéresse, on vient enfin aujourd'hui réparer ma fichue chaudière. J'en peux plus. Bref, donc L'île au manoir de Estelle Faye, c'est le livre que j'ai commencé hier soir, en sachant que j'aurais pas le temps de le terminer parce qu'en plus j'étais fatiguée, et que j'ai continué là ce matin. Franchement j'aime bien, je trouve ça... c'est assez bizarre comme contexte, mais on suit un petit garçon sur une île isolée, il y a un petit peu une tempête, du vent, il pleut, etc. L'ambiance est assez chouette, assez cool, c'est pour ça que je voulais le lire au début du mois de février, parce que ça se passe quand même en hiver, il fait froid, il y a du vent, etc. Et j'ai espoir que dans la région d'ici fin février, il commence à plus pleuvoir et à plus y avoir de vent. Ce qui était le cas ce week-end, hein, il faisait déjà super beau, donc voilà. Bref, je l'ai pas fini, je vous ferai le résumé et je vous en parlerai
dans le prochain vlog quand je l'aurai fini ce livre-là. Là, j'aurais dû avoir le temps, mais ma chaudière nous a interrompu et du coup je n'ai plus le temps, je vais être en retard au boulot si je continue à blablater. Donc je vais m'arrêter là, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.